Le Hells Angel grisonnant entra dans l'atelier en roulant dans un fauteuil roulant standard. Son gilet en cuir couvert d'écussons, sa casquette de vétéran d'Afghanistan vissée sur la tête. Il voulait un fauteuil roulant personnalisé construit à partir de pièces de moto, quelque chose digne d'un guerrier de la route. Mais le mécanicien débutant de 22 ans blêmit en le voyant. Pas à cause des écussons, pas à cause des jambes manquantes, mais parce qu'il y a 15 ans, cet homme avait tenu son père mourant dans le désert irakien, avait fait une promesse qu'il n'avait jamais tenue et avait disparu. Le vétéran cherchait la famille depuis lors. Le débutant savait tout, mais ce que le vétéran ne savait pas allait soit le détruire, soit enfin le libérer, parce que certaines dettes ne peuvent être payées qu'avec la vérité. Si vous aimez les histoires de courage, de seconde chance et de liens qui nous unissent, je vous serai reconnaissant de prendre un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et vous abonner pour rejoindre notre communauté de conteurs. L'atelier sentait l'huile et le vieux cuir, le genre d'endroit où les fantômes s'attardent dans les coins et où chaque outil raconte une histoire. Tommy Chin se tenait au centre de tout cela, une clé serrée si fort dans sa main que ses jointures en étaient devenues blanches. L'homme dans le fauteuil roulant était au milieu d'une phrase, désignant les pièces de moto éparpillées sur le sol en béton, expliquant sa vision avec le genre de passion qui vient d'années à vouloir quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait nommer. « Je ne veux pas de pitié », disait Jake Morrison, sa voix rendue rauque par des décennies de cigarettes et de vent de la route. « Je veux la liberté. » Les yeux de Tommy descendirent, là où les jambes de Jake auraient dû être, vers l'espace vide sous les genoux, où le tissu pendait lâche et immobile. Mais ce n'était pas ce qui avait figé Tommy. C'était le visage, la voix, le nom qu'il avait entendu chuchoter dans la cuisine de sa mère tard le soir quand elle pensait qu'il dormait. Mais quelque chose dans la façon dont Tommy serrait cette clé, les jointures blanches et la mâchoire serrée, ne concernait pas le travail. C'était personnel. Revenons 15 minutes en arrière. La matinée avait commencé de manière assez ordinaire. Tommy avait ouvert la porte du garage à 6 heures, comme toujours, laissant la lumière matinale se déverser sur les établis et les projets à moitié finis qui longeaient les murs. L'atelier était petit, appartenant à un vétéran selon l'enseigne délavée devant, bien que Tommy fût trop jeune pour avoir servi et trop fauché pour posséder grand-chose. Il louait l'espace au mois, survivant à peine grâce aux vidanges et aux réparations de freins, rêvant du jour où il pourrait se permettre de faire du travail personnalisé, du vrai travail, le genre dont son père aurait pu être fier si son père avait vécu assez longtemps pour le voir tenir une clé. Les murs étaient couverts de souvenirs militaires, d'écussons, de drapeaux et de photographies d'hommes en treillis du désert. La plupart avaient été donnés par des clients qui faisaient confiance à Tommy parce qu'il ne posait jamais de questions et montrait toujours du respect. Il nettoyait un carburateur quand il entendit le grondement, pas un grondement de moto, quelque chose de différent, de plus lourd. Une camionnette modifiée entrant sur le terrain en gravier, le genre avec un élévateur pour fauteuil roulant et des commandes manuelles. Tommy s'était essuyé les mains sur un chiffon et était sorti juste à temps pour voir l'élévateur descendre, mécanique et précis, déposant un homme dans un fauteuil roulant standard sur le sol. L'homme était plus âgé, la cinquantaine, avec une barbe grise et un écusson des Hells Angels cousu sur son gilet en cuir. Une casquette de vétéran d'Afghanistan était posée bas sur sa tête, ombrageant des yeux qui en avaient trop vu et n'avaient rien oublié. Il roula vers l'avant avec une aisance exercée, les roues crissant sur le gravier, et quand il parla, sa voix portait le poids des routes parcourues et des frères perdus. « C'est vous le mécano ?» Tommy avait hoché la tête, ne faisant pas encore confiance à sa voix. « Bien, j'ai besoin de faire construire quelque chose,
quelque chose de personnalisé. Jake Thunder Morrison avait 55 ans et roulait avec les Hells Angels depuis 30 ans, plus longtemps que Tommy n'était en vie. Il avait servi 2 tours en Afghanistan, à l'époque où la guerre était nouvelle, et où le désert semblait encore être le problème de quelqu'un d'autre. Il avait perdu ses 2 jambes sous le genou il y a 8 ans, à cause d'un IED qui aurait dû le tuer. Qui l'aurait tué si l'explosion n'avait pas été absorbée par le châssis du véhicule, juste de la bonne manière pour le laisser brisé, mais respirant. Maintenant, il dirigeait Rolling Thunder, un club de motards caritatif qui organisait des virées commémoratives pour les soldats tombés au combat. Des hommes et des femmes qui n'ont pas pu rentrer chez eux, qui n'ont pas pu vieillir, grisonner et avoir des regrets. Jake portait sa culpabilité comme une seconde peau. Visible dans la façon dont il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, attendant un message qui ne venait jamais. Chaque année, le 15 août, il envoyait une lettre à une adresse qui ne répondait jamais. 15 ans de lettres, 15 ans de silence. Tommy Chun avait 22 ans, sortait tout juste de l'école de métier depuis exactement 6 mois, essayant encore de comprendre la différence entre la mécanique des manuels et la résolution de problèmes dans le monde réel. Il avait grandi sans père, élevé par une mère qui travaillait 2 emplois et ne s'était jamais remariée, qui gardait son chagrin enfermé dans une boîte au grenier aux côtés de vieilles lettres et de drapeaux pliés. Tommy avait appris la mécanique grâce à des vidéos YouTube et des livres de bibliothèque, s'enseignant lui-même parce que cela le faisait se sentir connecté au père qu'il n'avait jamais connu. L'homme en uniforme dont il ne reconnaissait le sourire que sur des photographies. Il y a 3 semaines, Tommy était monté dans ce grenier à la recherche de vieux documents fiscaux et avait trouvé la cantine militaire de son père à la place. À l'intérieur se trouvaient des médailles, des plaques d'identité et des lettres. Tant de lettres, toutes du même homme. Jake Morrison, nom ouverte, toutes sans exception. Tommy avait imaginé ce moment 1000 fois. Confrontation, colère, larmes, accusations lancées comme des grenades. Il n'avait jamais imaginé qu'il tiendrait une clé et que Jake lui demanderait de l'aide. Certaines personnes fuient leur passé, d'autres passent leur vie entière à le chercher. Si vous avez déjà porté une culpabilité dont vous ne pouviez vous défaire, ou voulu trouver quelqu'un pour lui dire que vous êtes désolé, vous comprenez ce qui va se passer ici. Laissez un commentaire et écrivez « Certaines dettes n'expirent jamais », parce que cette histoire parle de payer ce qui est dû, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il se tenait dans un atelier entouré des outils du métier de Tommy et Jake expliquait ce qu'il voulait. Un fauteuil roulant qui ne ressemblait pas à un équipement médical, quelque chose qui reflétait qui il était, pas ce qui lui était arrivé. Il était fatigué d'être invisible, fatigué que les yeux des gens glissent sur lui comme s'il était un meuble, comme si le fauteuil avait effacé tout ce qui avait précédé. Il voulait mener la virée commémorative annuelle de son club avec style. Il voulait se sentir à nouveau lui-même. « Je suis assis depuis l'explosion », dit Jake, et il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose qui serra la poitrine de Tommy. « Mais que je sois damné si je reste assis en silence. » Tommy garda un visage professionnel, garda sa voix stable, même si à l'intérieur, il était une tornade de rage, de confusion et de quelque chose d'inconfortablement proche de la sympathie. Il posa des questions sur les spécifications, sur la répartition du poids et le rayon de braquage. Des questions qui semblaient techniques, mais qui concernaient en réalité l'homme, pour comprendre qui était Jake Morrison et pourquoi il avait passé 15 ans à chercher une famille qui se tenait juste devant lui. Jake le remarqua. « Ça va, gamin ?» demanda-t-il, ses yeux se plissant légèrement. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Tommy força un rire qui sonna creux même à ses propres oreilles. « Je réfléchis juste à l'ingénierie, mentit-il.
Construction complexe. Ce que Jake ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était que Tommy s'était préparé à cette conversation toute sa vie. Chaque question qu'il posait ne concernait pas le fauteuil roulant, elle concernait l'homme. Tommy demanda à voir le fauteuil actuel de Jake, prétendant qu'il avait besoin de comprendre la fonctionnalité de base, et Jake accepta sans soupçon. Alors que Tommy l'examinait, passant ses mains sur les accoudoirs usés et vérifiant l'alignement des roues, il remarqua des détails qui racontaient des histoires. Des zones d'usure dues au long trajet, de la boue séchée provenant des services commémoratifs, une petite photographie attachée au cadre avec un collier de serrage, protégé par une pochette en plastique, mais délavé par le soleil et le temps. La photo montrait Jake avec ses frères du club de motards dans un cimetière militaire, des drapeaux en arrière-plan, la main sur le cœur. Les mains de Tommy commencèrent à trembler quand il vit la seconde photo glisser derrière la première. Un jeune soldat, peut-être 25 ans, souriant en treillis du désert. Cheveux noirs, très asiatiques, les mêmes yeux que Tommy voyait chaque matin dans le miroir. David Chun, le père de Tommy. Jake remarqua que Tommy fixait la photo. « C'est mon frère David », dit-il doucement. Et il y avait un océan de chagrin dans ces 4 mots. « Je l'ai perdu en 2009. Ramadi. » La gorge de Tommy se serra. Il réussit à demander ce qui s'était passé, et le visage de Jake s'assombrit comme des nuages d'orage qui arrivent. « Aïeudé qui m'était destiné. Il m'a poussé hors du chemin. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds et immuables. Tommy voulait crier, voulait attraper Jake par le gilet et le secouer et exiger de savoir pourquoi il avait le droit de vivre, alors que David Chun était rentré chez lui dans une boîte. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, avant même qu'il ne puisse traiter la rage qui montait dans sa poitrine, le téléphone de Jake sonna. Le moment vola en éclats. Jake répondit, sa voix passant en mode affaire, parlant à quelqu'un d'une virée à venir, d'itinéraire et d'air de repos, et de quel frère apportait les drapeaux. La conversation donna à Tommy le temps de respirer, de prendre du recul, de se rappeler qu'il avait fait un choix quand Jake était entré dans son atelier. Il aurait pu dire non, aurait pu le renvoyer, aurait pu lui dire la vérité sur le champ et mettre fin à 15 ans de recherche en une seule phrase. Mais il ne l'avait pas fait. Et maintenant, il était engagé dans ce qui allait suivre. Quand Jake raccrocha, il s'excusa. « Désolé, affaire du club. C'est viré qu'on fait. C'est pour des gars comme David. Des gars qui ne rentrent pas à la maison. » La voix de Tommy était à peine stable. « Ça a l'air important. » Les yeux de Jake devinrent lointains, regardant quelque chose disparu depuis 15 ans et à l'autre bout du monde. « C'est tout ce qu'il me reste. M'assurer que leur famille sache qu'il comptait. » Et Tommy pensa à sa mère, aux lettres non ouvertes dans le grenier, au silence qui avait défini son enfance. Il a essayé d'honorer papa toutes ces années, mais maman n'a jamais reçu d'appel, n'a jamais eu de conclusion, juste des lettres qui disaient qu'il cherchait encore. Le fauteuil roulant prendrait des semaines à construire, ce qui signifiait que Tommy avait des semaines pour décider s'il devait dire à ce vétéran hanté qui il était vraiment ou construire le fauteuil, prendre l'argent et laisser Jake continuer à chercher des fantômes. Si vous pensez que les gens méritent une seconde chance, même quand ils ont échoué, appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que cette histoire est sur le point de tester tout ce que vous croyez sur le pardon. Commentez « Miséricorde plutôt que jugement » si vous pensez que la culpabilité est une punition suffisante. Tommy prit une décision. Au moins pour l'instant, il prendrait le projet. Il donna à Jake un prix juste. Pas bon marché, mais pas d'arnaque non plus. Et Jake ne cligna même pas des yeux. « Peu importe ce qu'il faut », dit Jake. Et la façon dont il le dit montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'argent.
Il s'agissait d'identité, de récupérer quelque chose que la guerre et l'explosion avaient essayé de lui prendre. Ils commencèrent à parler design. Tommy sortit un carnet de croquis et commença à dessiner pendant que Jake décrivait sa vision. Un guidon pour la direction comme une moto. Du cuir de vieille selle de moto, le genre qui se moula à votre corps après des années de conduite. Du chrome de sa première Harley, celle qu'il avait vendue quand il avait rejoint les marines. « Je veux avoir l'impression de rouler », expliqua Jake, ses mains bougeant comme s'il agrippait un guidon invisible. « Même si je ne peux pas sentir le vent de la même manière. » Mais alors qu'il parlait, Tommy remarqua quelque chose que Jake continuait de faire. Vérifier son téléphone encore et encore, attendant un message qui ne venait jamais. Et quand Tommy l'interrogea à ce sujet, la réponse de Jake rendit tout plus compliqué. « Je cherche quelqu'un depuis 15 ans, dit Jake. Et sa voix devint calme, d'une manière qui suggérait qu'il avait déjà raconté cette histoire, mais qu'il ne s'était jamais habitué à la raconter. La femme et le gamin de David. Je lui ai promis que je les trouverais, que je leur dirais ce qu'il a fait, que je m'assurerais qu'ils sachent qu'il est mort en héros. » Il fit une pause, fixant l'écran de son téléphone, comme s'il pouvait soudainement lui donner des réponses. Mais ils ont déménagé, changé de numéro, disparu. Chaque 15 août, le jour où il est mort, j'envoie une lettre à la dernière adresse que j'avais. Elle ne revient jamais. Je n'obtiens jamais de réponse. La poitrine de Tommy se serra. Ces lettres, il les avait trouvées dans le grenier. Maman les avait toutes gardées, ne les avait jamais ouvertes. Elle lui avait dit une fois, sa voix dure et définitive. « Les excuses de certaines personnes sont pour elles-mêmes, pas pour nous. » Tommy regarda Jake, l'espoir brut et le désespoir dans ses yeux, et mentit. « Peut-être qu'ils ne veulent pas être trouvés. » Jake tressaillit comme s'il avait été frappé. « Peut-être, dit-il doucement, mais je dois à David d'essayer. » Puis Jake fit quelque chose d'inattendu. Il enleva sa casquette, révélant des cicatrices sur son cuir chevelu dues à l'explosion, des lignes argentées qui traçaient sur sa peau comme une carte de la douleur. J'ai pu m'en sortir. Enfin, rouler. David est rentré dans une boîte. Ce gamin a grandi sans père. Je ne peux pas réparer ça, mais je peux m'assurer qu'il sache pourquoi. Tommy voulait crier, voulait attraper Jake par le gilet et le secouer. Je suis juste là. Je suis le gamin. Mais il vit la crudité de la douleur de Jake, la façon dont la culpabilité l'avait vidé de l'intérieur et réalisa que se révéler maintenant serait cruel. Jake n'était pas prêt. Peut-être que Tommy ne l'était pas non plus. Ils commencèrent la première session de construction là, sur le champ. Ils commencèrent à démonter des pièces de moto. Jake expliquant quelles pièces signifiaient quelque chose, lesquelles étaient juste fonctionnelles. Pendant qu'ils travaillaient, Tommy apprit l'histoire de Jake de manière organique. Il avait eu une enfance difficile, ballotté entre des foyers d'accueil, avait trouvé une famille dans le club de motards. L'armée lui avait donné un but, lui avait donné des frères, et puis l'Irak lui en avait pris la plupart. Jake apprit l'histoire de Tommy aussi, ou du moins la vérité partielle que Tommy était prêt à partager. Élevé par une mère célibataire, père mort quand Tommy était jeune, avait appris à construire des choses pour se sentir proche de lui. Puis Jake raconta une histoire drôle sur David, comment il avait l'habitude de faire des blagues aux officiers, volant les desserts des rations et faisant de terribles imitations dégradées. Tommy rit, et c'était sincère. Le premier vrai moment de légèreté depuis que Jake était entré dans son atelier. Jake sourit. « Gamin, tu as un bon rire. Ça me rappelle quelqu'un. » La poitrine de Tommy lui fit mal. Il voulait détester cet homme, mais tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui se punissait depuis 15 ans, peut-être plus longtemps que Tommy n'était en vie. Au cours des 3 semaines suivantes,
Ils se rencontrèrent tous les mardis et jeudis. Jake apportait des pièces de moto. Tommy apportait des questions. Aucun des deux n'apportait la vérité. Mais le métal a une façon de révéler ce que les mots cachent. Et ce fauteuil roulant était sur le point de devenir une confession dont ils avaient tous les deux besoin. Si vous avez déjà gardé un secret pour protéger quelqu'un, même quand cela faisait mal, vous savez ce que Tommy ressent en ce moment. Commentez « vérité » ou « protection » avec votre choix. Devrait-il le dire à Jake maintenant ou attendre? Parce que ce qui va suivre rendra ce choix encore plus difficile. Semaine 1, ils construisirent le cadre et assemblèrent les roues. Semaine 2, ils fabriquèrent un guidon personnalisé et installèrent le mécanisme de direction. Semaine 3, ils travaillèrent le cuir et polirent le chrome. Et pendant qu'ils travaillaient, quelque chose changea entre eux, la confiance. Pas le genre facile qui vient des conversations banales et des blagues partagées, mais le genre plus dur forgé dans le silence et les révélations prudentes. Jake s'ouvrit sur le travail caritatif de son club de motards. Ils ne roulaient pas seulement pour les morts, expliqua-t-il. Ils aidaient aussi les vétérans vivants, des gars qui rentraient brisés, qui ne pouvaient pas payer les factures médicales ou l'épicerie. Le MC organisait des collectes de fonds, faisait des virées caritatives, se présentait quand le gouvernement ne le faisait pas. Jake partagea des histoires d'hommes qu'ils avaient tirés du bord du gouffre, de familles qu'ils avaient soutenues, à travers un chagrin impossible. Puis il expliqua la virée commémorative. 250 miles. Il s'arrêtait sur les tombes des membres tombés au combat, laissait des drapeaux et des fleurs, se tenait en silence. Chaque 15 août, nous roulons jusqu'à la tombe de David, dit Jake, sa voix lointaine. Je lui dis que je cherche encore, que j'essaie encore. Tommy posa des questions qui étaient à la fois investigatrices et sincères. Que diriez-vous si vous les trouviez? Jake n'hésita pas. Je suis désolé et merci. David m'a donné la vie. Je dois tout à sa famille. La certitude dans sa voix serra la gorge de Tommy. Un après-midi, le portefeuille de Jake tomba alors qu'il payait pour des pièces. Une photographie usée s'en échappa. Tommy la ramassa et son monde bascula. Elle montrait David, Jake et 3 autres soldats, tous jeunes et souriants, les bras autour des épaules, les uns des autres. Au dos, à l'encre délavée, quelqu'un avait écrit « Frère pour toujours, Ramadi, 09 ». Tommy en prit une photo avec son téléphone avant de la rendre. Jake ne remarqua rien. Il rangea simplement la photo dans son portefeuille et continua de parler de finition chromée. Le fauteuil roulant devenait un chef-d'œuvre. Le chrome étincelant sous les lumières fluorescentes, le cuir riche et souple, le guidon parfaitement équilibré. Quand Jake s'assit dedans pour le premier essai, ses yeux se remplirent de larmes. « Ça, » dit-il, sa voix se brisant. « C'est ce dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau moi-même. » Tommy le regarda agripper les poignets, le regarda tester le mouvement, fluide, réactif et puissant. Juste pour un moment, Jake sembla libre. Puis le téléphone de Jake sonna. Le président de son MC appelait. Ils avaient trouvé une piste sur la famille de David. Quelqu'un avait trouvé un vieux profil sur les réseaux sociaux pour une Madame Chun dans un état voisin. Les mains de Jake tremblaient alors qu'il répondait. « Après toutes ces années, chuchota-t-il. » Le cœur de Tommy s'arrêta. Il resta figé, écoutant la part de conversation de Jake, regardant l'espoir fleurir sur le visage de l'homme plus âgé. Puis l'expression de Jake s'effondra. Mauvaise famille, Chun différent. La piste était morte. Jake était dévasté. Tommy le regarda se replier sur lui-même, regarda 15 ans de recherche s'écrouler en un seul instant. « Je pensais, » dit Jake, sa voix creuse. « Je pensais vraiment... » L'impulsion de Tommy fut de tout arrêter là, juste lui dire, mais il ne pouvait pas. Au lieu de cela,
il se retrouva à réconforter cet homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à porter une culpabilité qui n'était pas entièrement la sienne. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, » dit Tommy. « Ça compte. » Jake leva les yeux rouges. « Mais ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. » Tommy choisit ses mots avec soin. Peut-être que la famille sait, peut-être qu'ils ont toujours su. L'expression de Jake changea, quelque chose comme de l'espoir et de la peur se mélangeant. Alors pourquoi ne tendent-ils pas la main? Et Tommy n'avait pas de réponse. Juste le silence. Juste le poids des secrets qu'il n'était pas prêt à déposer. Finalement, Tommy détourna la conversation. « Laissez-moi finir le fauteuil. Vous avez cette virée commémorative qui arrive. Assurons-nous que vous soyez prêts. » Le fauteuil roulant était presque terminé. Beau, fonctionnel, tout ce que Jake avait demandé. Mais il devenait aussi autre chose. Un pont entre un homme consumé par la culpabilité et un jeune homme consumé par une colère qu'il ne savait pas qu'il avait. Dans 2 semaines, Jake mènerait sa virée commémorative, et Tommy avait 2 semaines pour décider s'il laisserait Jake continuer à chercher une famille qui construisait son fauteuil roulant. Laissez un commentaire si vous pensez que Tommy devrait dire la vérité à Jake ou si vous pensez que certains secrets protègent plus qu'ils ne blessent, parce que la virée commémorative arrive et ce qui s'y passera les changera tous les deux pour toujours. Si vous croyez qu'il faut affronter le passé, abonnez-vous parce que cette histoire est sur le point de devenir plus lourde. Ce soir-là, Tommy rentra chez lui, avec les mots de Jake résonnant dans sa tête. Alors pourquoi ne tendent-ils pas la main? Il trouva sa mère, Linda Chun, dans la cuisine en train de laver la vaisselle d'un dîner qu'elle avait mangé seule. Elle avait 52 ans, mais en paraissait plus. Le genre de vieillissement qui vient du fait de porter le chagrin comme un second squelette. Tommy sortit les lettres de sa veste. Les lettres de Jake, 15 ans d'enveloppe non ouverte. Il les posa sur la table de la cuisine entre eux. « Maman, dit-il, pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Les mains de Linda s'immobilisèrent dans l'eau savonneuse. Elle ne se retourna pas. « Te dire quoi ?» Sa voix était prudente, sur ses gardes. « Que Jake Morrison nous cherche, qu'il envoie ça chaque année, que je construis son fauteuil roulant et que je ne lui ai pas dit qui je suis. » Maintenant, Linda se retourna. Son visage était un masque que Tommy avait déjà vu, celui qu'elle portait quand les gens posaient des questions sur David, quand le monde s'attendait à ce qu'elle soit reconnaissante pour son sacrifice. « Qu'est-ce qu'il pourrait dire qui ramènerait ton père ?» demanda-t-elle. « Quel mot compense 22 ans où tu as grandi sans père ?» Tommy sentit sa colère monter, mais elle n'était pas dirigée là où il s'attendait. Il se punit depuis 15 ans. Maman, il organise des virées caritatives, aide les vétérans, honore papa chaque année. Le rire de Linda fut sec et amer. Tant mieux pour lui. Où était-il quand je ne pouvais pas payer le loyer? Quand tu as demandé pourquoi tu n'avais pas de père à la journée des métiers? Quand je faisais des doubles services pour que tu puisses avoir des fournitures scolaires? Sa voix monta. Ton père est mort en héros. Je n'avais pas besoin de Jake Morrison pour me dire ça. Ce dont j'avais besoin, c'était de mon mari. Ce dont tu avais besoin, c'était de ton père. Aucune lettre, aucune excuse, aucune virée commémorative imprégnée de culpabilité ne change ça. Je construis son fauteuil roulant, dit doucement Tommy. Et je ne lui ai pas dit qui je suis. Linda hocha la tête, quelque chose comme de l'approbation traversant son visage. Bien, que ça reste comme ça. Mais Tommy se surprit lui-même. Il souffre, maman. Les yeux de Linda devinrent durs. Nous aussi. Mais alors Linda dit quelque chose qui changea tout, quelque chose pour lequel Tommy n'était pas prêt.
Je lui ai répondu, dit-elle doucement. Une fois, il y a des années. Tommy la fixa. Quoi? Linda marcha vers la table, s'assit lourdement. Je lui ai dit d'arrêter de chercher, que nous n'avions pas besoin de sa culpabilité, que ses excuses ne ressusciteraient pas un homme mort. Elle fit une pause. Je ne l'ai jamais envoyé. Et... Elle ouvrit un tiroir, sortit un morceau de papier plié, jauni sur les bords. La lettre était datée du 15 août 2011, 2 ans après la mort de David. Tommy la déplia avec des mains tremblantes. L'écriture était colérique, irrégulière, écrite dans un chagrin si brut qu'il rendait le papier radioactif. Elle se terminait par une ligne qui fit mal à la poitrine de Tommy. « Tu veux le pardon? Mérite-le, mais pas de nous. Jamais timbré, jamais posté, gardé dans la même boîte que les lettres de Jake. » Tommy comprit. La colère de sa mère les avait gardés tous les deux piégés. Jake continuait de chercher parce qu'il n'avait jamais eu de conclusion. Linda n'avait jamais eu de conclusion parce qu'elle ne laissait pas Jake la lui donner. « Et si je lui disais » demanda Tommy. Le visage de Linda devint pâle. « Ne le fais pas, s'il te plaît. Je ne peux pas retourner à ce chagrin. » Tommy se pencha en avant. « Mais nous ne l'avons jamais quitté. Maman, nous y sommes toujours. » Le téléphone de Tommy vibra. Un texto de Jake. « Fini le fauteuil en avance. La virée commémorative est ce samedi. Tu devrais venir voir ce que David signifiait pour nous. » Tommy fixa le message. Linda vit son visage. « Non, dit-elle. Tommy, non. » 2 chemins s'ouvraient devant Tommy. Honorer la douleur de sa mère et rester silencieux. Ou honorer le sacrifice de son père et donner à Jake la vérité qu'il traquait. Il avait 3 jours pour décider. 3 jours avant la virée commémorative. 3 jours avant que tout n'éclate. Tommy devrait-il aller à la virée commémorative? Commentez « aller » ou « rester » et dites-nous pourquoi. Si vous pensez que les enfants doivent loyauté à la douleur de leurs parents ou si vous pensez que la guérison nécessite la confrontation, abonnez-vous et faites-le nous savoir parce que samedi arrive et des secrets enfouis depuis 15 ans sont sur le point de faire surface. Vendredi arriva comme un souffle de l'enfer. Un jour avant la virée commémorative, Tommy appela Jake ce matin-là, sa voix plus stable qu'il ne le sentait. « Le fauteuil est fini. Tu veux passer ?» La réponse de Jake fut immédiate, excitée d'une manière que Tommy n'avait jamais entendue auparavant. « J'arrive. » 1 heure plus tard, Jake entra dans l'atelier dans son vieux fauteuil pour la dernière fois. Le fauteuil roulant personnalisé trônait au centre du garage, recouvert d'un drap. Tommy l'avait positionné sous les lumières les plus vives, voulant que Jake voie chaque détail, chaque morceau de travail qui y avait été consacré. Il retira la housse et recula. Le fauteuil roulant était un chef-d'œuvre. Des tuyaux chromés formaient le cadre, brillant comme de l'argent liquide sous les lumières fluorescentes. Le guidon provenait de la Harley 1987 de Jake. Tommy avait passé des appels pendant des semaines, traquant l'homme à qui Jake l'avait vendu, le convainquant de se séparer des poignées d'origine. Le siège était en cuir, mais pas n'importe quel cuir. Tommy avait utilisé des morceaux de la vieille veste de moto de David, celle que Linda avait gardée au grenier enveloppée dans du plastique, intacte depuis 22 ans. Tommy l'avait prise sans demander, avait découpé des sections soigneuses dans le dos où cela ne se remarquerait pas, avait travaillé le cuir dans le siège. Des plaques d'identité étaient gravées sur le côté, pas celles de David, mais un mémorial qui disait « Tous ceux qui ont roulé avec nous » et caché sous le siège, une petite plaque métallique que Tommy avait gravée lui-même. Coordonnées. La tombe de David. Jake était silencieux. Il roula plus près,
tendit une main tremblante, toucha le cuir. Ses doigts reconnurent la texture avant son esprit. Il passa ses mains sur le guidon et Tommy vit la reconnaissance poindre dans ses yeux. « C'est... » commença Jake, sa voix se brisant. « Ça vient de ma première moto. Comment as-tu... » Tommy garda sa voix stable. « J'ai passé des appels. Trouvé le gars à qui tu l'as vendu. Il avait encore des pièces. » Jake s'assit dans le fauteuil, agrippa les poignets, testa le mouvement. C'était fluide, réactif, puissant d'une manière que son fauteuil médical n'avait jamais été. « J'ai l'impression de rouler à nouveau, » chuchota-t-il. Des larmes coulaient sur son visage, sans honte et brutes. « Gamin, je ne sais pas quoi dire. » La gorge de Tommy était serrée. « Tu n'as rien à dire. » Mais Jake insista pour payer le double du prix de visée. Tommy refusa. Ils se disputèrent à ce sujet pendant 10 minutes. Jake sortant son portefeuille, Tommy le repoussant. Finalement, Jake posa la question que Tommy redoutait. Pourquoi? Pourquoi aller aussi loin pour un étranger? Tommy lutta pour trouver des mots qui étaient des vrais, mais pas toute la vérité, parce que certains travaux sont plus qu'une question d'argent. Jake le regarda un long moment, puis dit quelque chose qui prit la décision de Tommy pour lui. « Demain, virée commémorative. Je l'amène dans ce fauteuil. Je veux que tu sois là. » Tommy hésita. « Je ne sais pas si je devrais. » Jake était insistant, se penchant en avant, ses yeux intenses. « Moi si. Tu m'as donné ça. Laisse-moi te montrer pourquoi ça compte. » Ils sortirent le fauteuil pour un essai. Jake navigua sur le parking et le fauteuil roulant se manœuvrait comme un rêve. Virage serré, accélération douce, stable sur un sol inégal. Le rire de Jake était pur et sans retenue. Le son d'un homme se souvenant de ce que la liberté ressentait. « Je ne me suis pas senti aussi libre depuis avant l'explosion, » dit-il. Puis une voiture entra sur le parking trop vite. Jake fit une embardée experte, évitant la collision de quelques centimètres. Le conducteur s'excusa, repartit en vitesse. L'adrénaline de Jake pompait. « J'ai encore les réflexes. » Tommy était secoué. « Tu m'as fait peur. » Jake croisa son regard. « T'inquiète pas, gamin. Je ne vais nulle part. Plus maintenant. » L'ironie blessa Tommy profondément. Il a promis qu'il n'allait nulle part. Mais il me cherchait depuis toute ma vie, et j'étais sur le point de m'assurer qu'il me trouve. Tommy avait pris sa décision. Demain, à la virée, il le dirait à Jake. Pas pour lui-même, pas pour sa mère, pour David, parce que son père méritait que son sacrifice soit honoré par la vérité. Le fauteuil roulant était terminé. La virée était prête. Ce que Tommy ne savait pas, c'était que la virée commémorative détenait ses propres secrets, ceux qui transformeraient sa révélation en quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait jamais imaginé. Si vous avez déjà été si nerveux à propos de quelque chose que vous avez envisagé de faire marche arrière, commentez « Je suis passé par là ». Parce que demain, Tommy se tiendra devant 100 motards et dira une vérité vieille de 15 ans. Abonnez-vous si vous croyez qu'il faut affronter ses peurs, parce que cette virée commémorative est sur le point de devenir inoubliable. Le samedi matin arriva dans des nuances de gris, l'aube se levant lentement sur le parking du cimetière des vétérans. Tommy arriva dans son vieux camion, son cœur battant si fort qu'il pouvait le sentir dans sa gorge. La scène devant lui était écrasante. 250 motos, peut-être plus, garées en rangées soignées. Les membres du Rolling Thunder MC en pleine couleur. Des écussons déclarant allégeance et fraternité. Des vétérans de plusieurs époques. Des gars du Vietnam avec de longues barbes grises. Des vétérans de la guerre du Golfe dans la cinquantaine. Des soldats d'Irak et d'Afghanistan portant encore le désert dans leurs yeux.
des familles de soldats tombés au combat, des mères Gold Star portant des photos de fils et de filles qui ne sont jamais rentrés. Les drapeaux éteignent partout. Drapeaux américains, drapeaux MIA, couleurs du MC flottant au mât et au cadre des motos. Une scène avait été installée au fond du parking et derrière elle un mur de photographie. Frère tombé, homme qui avait tout donné. Les pieds de Tommy semblaient de plomb alors qu'il s'approchait. Et puis, il le vit, le visage de son père. La photo de David Choon parmi eux, plus jeune que Tommy, ne l'avait jamais vu, souriant en treillis du désert. Des fleurs sous la photo, une plaque qui disait « Sergent David Choon a tout donné. Ramadi 2009 ». Les genoux de Tommy faillirent flancher. C'était la première fois qu'il voyait David traité en héros en dehors de leur maison. Honoré publiquement parmi des frères qui comprenaient ce que ce sacrifice signifiait. Puis, la foule s'écarta comme une vague. Jake arrivait dans le fauteuil roulant personnalisé, et le son qui s'éleva des motards était du pur respect. Acclamations, applaudissements, des mains se tendant pour toucher le fauteuil, pour reconnaître l'artisanat et l'homme qui y était assis. Jake rayonnait de fierté, ses yeux scannant la foule jusqu'à ce qu'il trouve Tommy. Il lui fit signe de venir. « Viens ici, gamin, je veux qu'il rencontre l'artiste. » « N'a pas ça tout comme... » Tommy voulait lui dire à ce moment précis, mais Jake attrapa son bras et dit quelque chose qui l'arrêta net. « Avant qu'on roule, il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose que j'ai repoussé. » La confusion de Tommy devait se voir sur son visage. Jake sourit simplement, triste et déterminé. « Tu verras. » Et ça, mais... La cérémonie commença. Big Mike, le président du MC, une montagne d'hommes avec une voix comme du gravier, prit la scène. Il lut les noms des frères tombés, chacun suivi d'un son de cloche qui résonnait à travers le cimetière. Quand le nom de David Choon fut appelé, le son sembla rester suspendu dans l'air plus longtemps que les autres. Jake roula vers l'avant, se positionnant directement devant la photo de David. Son discours commença doucement. « David Choon était mon frère. Il m'a sauvé la vie, a pris l'explosion qui m'était destinée. » Sa voix devint plus forte. « Pendant 15 ans, je l'ai honoré de la seule façon que je connaisse, en étant ici, en écrivant, en me souvenant. » Le pouls de Tommy s'accéléra. « Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais pu faire, quelque chose qui me hante. » Jake continua. « J'ai fait promettre à David que je trouverais sa famille, que je leur dirais face à face ce qu'il a fait. » La foule était silencieuse. 250 motards retenant leur souffle. J'ai échoué. J'ai cherché partout, envoyé des lettres, passé des appels, engagé des enquêteurs. Rien. Jake regarda directement la photo de David. Alors, aujourd'hui, je fais une promesse différente. Je mets en place une bourse d'études, le fonds commémoratif David Choon, pour les enfants qui ont perdu des parents au combat. Si je ne peux pas donner de conclusion à sa famille, je m'assurerai que d'autres familles obtiennent du soutien. Les mains de Tommy tremblaient. C'était le moment. Il devait parler, devait se lever et mettre fin à 15 ans de recherche. Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix traversa la foule comme une lame. Jake Morrison. Tout le monde se retourna. Une femme plus âgée s'avança, fin de la cinquantaine, portant une veste en cuir et se comportant comme quelqu'un qui avait vu le combat et y avait survécu. Cheveux grisonnants, expression d'acier. Elle marcha droit vers Jake avec détermination. Jake la reconnut immédiatement. Maria Rodriguez.
Maria avait été l'infirmière de l'escouade de David. Tommy l'a reconnue d'après les photos dans la cantine. « Tu cherches la famille Chun ?» demanda-t-elle. Le désespoir de Jake fut immédiat. « Oui. Est-ce que tu sais où ?» Maria le coupa. « Je sais. J'ai toujours su. » La foule murmura. La confusion de Jake était écrite sur tout son visage. « Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» L'expression de Maria était dure, impitoyable. « Parce que sa veuve m'a demandé de ne pas le faire. » Le monde de Tommy bascula. Sa mère connaissait des gens de l'unité de papa qui étaient dans le MC. Elle savait qu'ils connaissaient Jake. Elle les avait activement gardés séparés. Maria continua, sa voix portant à travers le parking. « Linda Chun ne voulait rien avoir à faire avec toi, Jake. Elle a dit « Tu as fait assez de dégâts. » Jake sembla blessé, physiquement frappé. « Je voulais juste m'excuser. » La voix de Maria s'adoucit légèrement. Certaines personnes ne veulent pas d'excuses. Elles veulent le retour de leurs proches. La défaite de Jake était totale. « Je comprends. J'arrêterai de chercher. » Mais Maria n'avait pas fini. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Elle regarda directement Tommy. Le sang de Tommy se glaça. « Son fils est ici, n'est-ce pas ?» La foule suivit son regard. 250 paires d'yeux se posèrent sur Tommy. La confusion de Jake était absolue. « Quoi ?» Maria se tourna vers Tommy et sa voix était douce mais ferme. « Tu es le garçon de David Chun, n'est-ce pas? Je reconnaîtrai ses yeux n'importe où. » Le silence était assourdissant. 250 motards fixaient. Le visage de Jake passait par le choc, la confusion, la réalisation naissante. Tommy restait figé, chaque muscle de son corps verrouillé. Il ne put que hocher la tête. Jake roula vers lui, ses yeux scrutant le visage de Tommy comme s'il le voyait pour la première fois. « Tu es... » La voix de Jake se brisa. « Tu es le fils de David ?»« Oui, » réussit à dire Tommy. Sa voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Les questions fusèrent. « Depuis combien de temps sais-tu qui j'étais ?» exigea Jake. « Depuis le premier jour où tu es entré dans mon atelier, » admit Tommy. Jake sembla chanceler comme si le sol s'était ouvert sous son fauteuil roulant. « Tu le savais tout ce temps ?» Tommy hocha la tête. « J'ai trouvé tes lettres dans le grenier de ma mère. Elle ne les a jamais ouvertes. » Les mots restèrent de là, brutaux et honnêtes. L'émotion de Jake éclata. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» C'était de la colère, du soulagement et du chagrin, tout se heurtant. 15 ans de recherche s'écrasant contre la réalité que la réponse avait été juste devant lui. « Je cherche depuis 15 ans. Tu étais juste là. » La colère défensive de Tommy monta pour rencontrer celle de Jake. « Tu veux savoir pourquoi ? Parce que ma mère a passé 15 ans à faire son deuil. Ta culpabilité ne répare pas ça. » L'argument devint public et brut. « Je voulais m'excuser, » cria Jake. « Te dire ce que ton père signifiait. » Tommy cria en retour. « Nous n'avions pas besoin de tes excuses. Nous avions besoin de mon père. » La voix de Jake craqua. « Tu crois que je ne le sais pas ? Tu crois que je ne me réveille pas chaque jour en souhaitant que ce soit moi dans cette tombe ?» Big Mike s'interposa entre eux, sa voix coupant à travers le chaos. « Assez, vous deux. » Il les tira à l'écart, relativement en privé, mais avec la foule regardant toujours, écoutant toujours. Ce n'est pas l'endroit. David mérite mieux que ça. Mais Maria n'avait pas fini. Et ce qu'elle dit ensuite allait recadrer tout ce qu'ils croyaient tous les deux. « Jake, tu veux savoir pourquoi Linda n'a jamais répondu ?» demanda Maria. Jake semblait engourdi. « Pourquoi ?» Maria prit une inspiration. « Parce qu'elle était en colère. Pas contre toi, contre David. » Les mots n'avaient pas de sens au début. Puis Maria expliqua. « David s'est porté volontaire pour la patrouille ce jour-là. Il n'était pas obligé d'y aller.
Il lui restait une semaine avant la rotation pour rentrer. Il m'a dit « J'ai le sentiment que Jake va faire une bêtise. Je dois être là. » Jake était choqué. Il savait que j'allais sur cette patrouille. Maria hocha la tête. Il s'est assuré d'être assigné. Il a dit « Tu es comme un gamin, frère. Imprudent. » La compréhension de Tommy changea sous lui. Son père avait choisi d'être là, avait choisi de sauver Jake. Ce n'était pas le hasard, c'était de l'amour. Maria se tourna vers Tommy. Ton père aimait Jake comme sa famille, et Linda ne pouvait pas accepter ça. Ne pouvait pas accepter que David ait choisi d'être là. Elle a blâmé Jake parce que c'était plus facile que d'accepter que David avait fait son propre choix. La voix de Jake était brisée. Je ne lui ai pas demandé de me sauver. La réponse de Maria fut douce. Non, mais il l'a fait quand même parce que c'est qui il était. Tommy et Jake croisèrent leurs regards. Toute la colère s'évacua, remplacée par un chagrin partagé qui attendait depuis 15 ans d'être reconnu. « Je suis désolé, » dit Jake, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. » Les propres larmes de Tommy vinrent alors. « Je sais, j'ai lu chaque lettre. » Tommy s'avança. Jake tendit les bras depuis le fauteuil roulant. Ils se serrèrent l'un contre l'autre et 250 motards tombèrent dans le silence. Beaucoup essuyèrent leurs yeux. Pendant 15 ans, la culpabilité et le chagrin les avaient gardés séparés. Deux personnes liées par le même homme, séparées par la même perte. Mais à ce moment-là, devant la photo de David et les frères avec qui ils roulaient, ils trouvèrent enfin ce qu'ils cherchaient tous les deux. Pas une conclusion, mais une connexion. Si vous avez déjà gardé de la colère parce que c'était plus facile que le chagrin, commentez « Je comprends ». Et si vous croyez que le pardon est un voyage, pas un moment, appuyez sur « S'abonner » parce que cette histoire n'est pas finie. Ce qui se passe ensuite montrera ce que signifie vraiment honorer les morts en vivant bien. La voix de Big Mike résonna à travers le parking. « Nous sommes venus ici pour nous souvenir, pour honorer, pour rouler. » Il désigna Tommy et Jake. « Le fils de David Chon est ici, et Jake Morrison, l'homme que David Esmore en sauvant, est ici. Je pense qu'il est temps que nous roulions, pas dans le chagrin, dans la gratitude. » Jake leva les yeux vers Tommy. « Tu roules avec moi ?» Tommy se sentit incertain. « Je n'ai pas de moto. » Le sourire de Jake était petit mais sincère. « Tu as construit mes roues. Roule derrière moi. Faisons ça pour ton père. » La formation se mit en place comme une opération militaire. Jake dans son fauteuil roulant personnalisé à l'avant, une attache spéciale lui permettant de gérer la conduite sur autoroute. Tommy sur une moto empruntée directement derrière lui. 250 motos formant une ligne processionnelle qui s'étirait sur ce qui semblait être des kilomètres. Drapeau flottant, moteur rugissant. Le son était écrasant, un tonnerre roulant qui secouait le sol et l'air dans la poitrine de Tommy. Ils traversèrent la ville d'abord. Les civils s'arrêtaient sur les trottoirs, plaçaient la main sur le cœur. De vieux vétérans se mettaient au garde-à-vous et saluaient. Les enfants agitaient des drapeaux. La procession avançait lentement, délibérément, donnant aux gens le temps d'être témoins. Ils passèrent devant la maison d'enfance de Tommy, et à travers la fenêtre, Tommy vit sa mère regarder, des larmes coulant sur son visage. Ils roulèrent jusqu'au cimetière des vétérans, à 40 miles de là. Jake maniait le fauteuil roulant avec fierté et compétence, naviguant les virages d'autoroute et le bitume inégal, comme s'il était né pour ça. Tommy trouva le rythme sur la moto, se sentant connecté au monde de son père d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. La fraternité les entourait, mains levées en salut à chaque passage supérieur, une mer de cuir, de chrome et de respect. Mais quand ils atteignirent le cimetière et se tinrent devant la pierre tombale de David Chun,
Jake fit quelque chose que personne n'attendait. Tout le MC se rassembla en cercle. Jake roula jusqu'à la pierre tombale assez près pour toucher les lettres gravées. Sergent David Chun, époux bien-aimé, père, frère. Il n'y a pas de plus grand amour. La voix de Jake tremblait alors qu'il parlait. David, je l'ai trouvé. J'ai trouvé Tommy. Il fit une pause, se rassemblant. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire face à face. Mais ton garçon, c'est un sacré homme. Tu serais fier. Tommy s'avança, plaça une main sur l'épaule de Jake, s'agenouilla près de la tombe. « Papa, j'ai rencontré Jake. Je sais ce que tu as fait. Je sais pourquoi. » Sa voix se brisa. « Et je lui pardonne, parce que je pense que tu l'as déjà fait. » Puis une voiture s'arrêta. La foule s'écarta. Linda Chun sortit, ses mouvements lents et délibérés. Elle marcha vers Jake et Tommy, et tout le MC tomba dans le silence. Tommy était choqué. « Maman. » Les yeux de Linda étaient sur Jake. « Maria m'a appelé, m'a dit ce qui s'est passé. » Jake commença à parler, mais Linda leva la main. « Laisse-moi finir. J'ai été en colère pendant 15 ans, dit Linda. Contre toi, contre David, contre Dieu. Mais mon fils vient de me dire qu'il transportait tes lettres, construisait ton fauteuil roulant, essayait de comprendre. Et j'ai réalisé que je l'empêchais de guérir parce que je ne pouvais pas lâcher prise. » Elle regarda directement Jake. « Tu n'as pas tué mon mari. La guerre l'a fait et il a choisi de te sauver. J'ai détesté ce choix, mais c'était le sien. » Sa voix se brisa. « Alors, je suis ici pour dire ce que j'aurais dû dire il y a 15 ans. Merci de vivre. Merci de l'honorer, et je te pardonne. » Jake sanglota ouvertement. « Je ne mérite pas. » Linda le coupa. « Aucun de nous ne mérite ce que nous avons eu, mais nous sommes ici, et David voudrait que nous soyons ici ensemble. » Les trois se tenaient près de la tombe. Jake, Linda, Tommy, liés par la perte, connectés par l'amour. Le MC forma un cercle autour d'eux, une garde d'honneur silencieuse témoignant d'une guérison qui avait 15 ans de retard. La virée commémorative n'était pas censée changer quoi que ce soit. Elle était censée se souvenir, mais parfois, ce souvenir nous force à arrêter de fuir le passé et à l'affronter enfin. Et en l'affrontant, nous trouvons une famille que nous pensions avoir perdue. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez au pouvoir du pardon et de la famille forgée par le feu, abonnez-vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour guérir. Commentez Rolling Thunder si vous soutenez les vétérans et les familles qui les attendent. Cette histoire ne concerne pas juste un motard et un mécanicien. Elle nous concerne tous, portant ce que nous ne pouvons pas déposer. 2 semaines après la virée commémorative, l'atelier de Tommy semblait différent. Pas parce que quelque chose de physique avait changé, mais parce que l'énergie avait changé. L'enseigne au-dessus de la porte disait maintenant « Chun et Morrison Construction personnalisée » en lettres noires fraîches. À l'intérieur, Jake et Tommy travaillaient côte à côte pour construire des équipements adaptés personnalisés pour les vétérans handicapés. Des fauteuils roulants qui ressemblaient à des motos, des commandes manuelles qui semblaient naturelles, des modifications qui rendaient aux hommes et aux femmes leur dignité, une construction personnalisée à la fois. Le fonds commémoratif David Chun fut lancé officiellement au Clubhouse du Rolling Thunder MC un samedi après-midi. La salle était bondée. Vétérans, familles, membres de la communauté qui avaient entendu l'histoire et voulaient faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La première bénéficiaire était une jeune fille de 16 ans, dont le père Marine était mort en Syrie il y a 3 ans. Sa mère se tenait à l'avant de la salle tenant le chèque de la bourse, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle remerciait Jake et Tommy. La fille, calme et posée au-delà de son âge, dit qu'elle voulait étudier l'ingénierie.
Mon père disait toujours « Répare ce qui est cassé », dit-elle à la foule. Je veux réparer des choses pour des gens comme lui. Tommy regarda depuis le fond de la salle et comprit. C'était ainsi qu'ils honoraient de son père, pas avec des monuments ou des discours, mais en empêchant d'autres enfants de lutter comme il l'avait fait, en s'assurant que le sacrifice de David Shun créait des ondulations qui toucheraient des vies qu'il ne rencontrerait jamais de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Linda avait rejoint le conseil d'administration du fonds. Elle travaillait directement avec les familles Gold Star maintenant. Les mères, les pères et les veuves qui portaient le même chagrin qu'elle avait porté pendant 15 ans. Elle trouva un but dans cette douleur, trouva que sa souffrance pouvait être transformée en soutien pour d'autres marchant sur la même route impossible. Elle était différente maintenant, plus légère, pas parce que le chagrin avait disparu, mais parce qu'il avait enfin quelque part où aller. Mais il restait encore une chose à faire, une chose que Jake avait promise à David, mais jamais livrée. Jake demanda à Tommy et Linda de le retrouver à l'atelier un soir après la fermeture. Ils s'assirent dans le petit bureau entouré de plans et de pièces de moto, et les mains de Jake tremblaient alors qu'il parlait. « Je dois vous raconter l'histoire complète, tout ce qui s'est passé ce jour-là. » Linda hésita, son visage devenant pâle. « Je ne sais pas si je peux l'entendre. » Tommy tendit la main, prit la sienne. « Maman, nous en avons besoin. » Alors Jake leur parla de Ramadi, Irak. 15 août 2009. Son unité avait l'ordre de nettoyer un quartier de marché. Les renseignements suggéraient des IED plantés dans toute la zone. Jake, 28 ans et trop arrogant pour son propre bien, s'était porté volontaire pour prendre la tête. « Je vais le faire », avait-il dit, avançant déjà. Mais David le tira en arrière, attrapa physiquement son gilet et le tira sur le côté. « Pas aujourd'hui, frère. Tu as 7 filles qui t'attendent à la maison. Je couvre tes arrières. » La voix de Jake se brisa, alors qu'il décrivait le déplacement dans la rue, la chaleur oppressante, le silence qui semblait faux. David repéra le fil-piège en premier, le vit tendu en travers d'une porte, presque invisible contre la poussière et les décombres. Jake était à 3 pas de lui. David ne cria pas, n'hésita pas, poussa juste Jake fort dans une embrasure de porte et se jeta sur le fil. L'explosion déchira l'escouade. David prit toute la force. Jake rampa vers lui à travers la fumée et les débris. David se vidait de son sang, son corps brisé de manière à rendre la survie impossible. Mais ses yeux étaient clairs. « Dis à ma femme que je l'aime », dit David, chaque mot lui coûtant. « Dis à mon garçon que son père était courageux. » Jake, désespéré, jeune et terrifié, essaya de mentir. « Tu vas lui dire toi-même. » David sourit vraiment, et serra la main de Jake avec le peu de force qu'il lui restait. « Non, mais tu le feras. Promets-moi. » Jake promit. Et puis David partit. De retour dans le bureau, Linda pleurait. Tommy tremblait. Jake les regarda tous les deux. Je ne pouvais pas tenir la promesse, pas jusqu'à maintenant. La voix de Linda était épaisse de larmes. Il t'aimait, Jake. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Je ne pouvais pas le voir avant. Je voyais juste ce que ça coûtait. Mais maintenant je vois que ce n'était pas du gâchis, c'était de l'amour. Tommy eut une réalisation soudaine qui lui serra la poitrine. « Attends, papa a dit. Dis à mon garçon que son père était courageux. » Il regarda Jake. « J'ai passé toute ma vie à penser qu'il était un héros, mais c'est toi qui me l'as dit. » Jake sembla confus. « Quoi ?» La voix de Tommy devint plus forte. « Les lettres que tu écrivais chaque année. Elles me disaient ce que papa avait fait, qui il était. Maman ne les a jamais ouvertes, mais moi si, et c'est la raison pour laquelle je suis devenu mécanicien. »
Le cercle se compléta à ce moment-là. Les lettres de Jake, destinées à apporter une conclusion, étaient devenues la connexion de Tommy avec son père. Le projet de fauteuil roulant les avait réunis, et le sacrifice de David avait créé une famille qui n'existait pas auparavant. La promesse avait été tenue, pas de la manière dont Jake l'imaginait, pas à travers une seule conversation, mais à travers 15 ans de persévérance, un fauteuil roulant personnalisé et une virée commémorative qui changea 3 vies pour toujours. 6 mois plus tard, Chun et Morrison Construction Personnalisée célébraient sa grande ouverture. L'atelier s'était agrandi, reprenant l'espace d'à côté, se spécialisant dans l'équipement de moto adapté pour les vétérans handicapés. Tommy était l'ingénieur en chef, concevant des systèmes qui repoussaient les limites de ce que l'équipement adapté pouvait faire. Jake gérait la sensibilisation communautaire et la consultation de conception, se connectant avec les vétérans qui avaient de besoin d'aide et comprenant exactement ce qu'ils demandaient parce qu'il l'avait demandé lui-même. Leur premier projet majeur était une ligne de trike personnalisée pour les vétérans paralysés. Des motos modifiées si minutieusement que des motards, qui pensaient que leur jour sur la route était fini, se retrouvaient de nouveau dans le vent. La nouvelle dynamique familiale se formait encore maladroite par endroits, mais indéniablement réelle. Linda faisait du bénévolat à l'atelier le week-end, organisant des collectes de fonds pour la bourse, gérant la paperasse, s'assurant que le côté commercial fonctionnait bien. Elle appelait Jake la famille. Maintenant, ce n'était pas facile, et certains jours étaient plus durs que d'autres, mais c'était authentique. Ils étaient devenus quelque chose d'inattendu, pas des remplaçants pour ce qui avait été perdu, mais des ajouts à ce qui restait. Mais le fauteuil roulant qui avait tout commencé, le fauteuil personnalisé de Jake, était sur le point de prendre une nouvelle vie propre. Les nouvelles locales couvrirent l'ouverture de l'atelier. L'histoire qu'ils racontèrent ne concernait pas seulement l'équipement adapté. Elle parlait de pardon et de guérison, d'un vétéran qui avait cherché pendant 15 ans et d'un jeune homme qui s'était caché à la vue de tous. Ils présentèrent le fauteuil roulant de Jake en bonne place, le montrèrent naviguant dans l'atelier, parlèrent de la façon dont une construction personnalisée avait mené à toute une entreprise dédiée à aider les vétérans handicapés à se sentir à nouveau eux-mêmes. L'histoire devint nationale. Les commandes affluèrent de tout le pays. Des vétérans qui étaient assis dans des fauteuils fournis par le VA depuis des années, qui avaient perdu leur identité en même temps que leur mobilité, tendaient de la main, désespérés pour quelque chose qui les ferait se sentir à nouveau humains. Tommy était à l'atelier quand le téléphone sonna un mardi matin. « Chun et Morrison », répondit-il. La voix à l'autre bout était rauque, hésitante. « Est-ce l'atelier qui a construit le fauteuil roulant de Jake Morrison ?» Tommy confirma que c'était le cas. « Je suis un marine », dit l'appelant. « J'ai perdu mes jambes à Fallujah. Je suis dans un fauteuil du VA depuis 8 ans. Pouvez-vous m'aider à me sentir à nouveau comme un marine ?» La gorge de Tommy se serra. « Oui, nous le pouvons. » Ils vinrent par douzaines. Des vétérans de chaque branche, chaque époque, chaque guerre. Chacun eut une construction personnalisée. Chacun retrouva dignité et identité. Tommy et Jake travaillaient côte à côte, et quelque part en chemin, leur dynamique passa de mécanicien et client à quelque chose qui ressemblait à père et fils. Ils se disputaient sur les designs, riaient de vieilles histoires militaires, partageaient en des repas à l'atelier après de longues journées, construisaient ensemble des choses qui comptaient. Jake réfléchit un soir, sa voix calme, alors qu'il fermait. « J'ai passé 15 ans à essayer de payer une dette que je pensais devoir. Il s'avère que la dette était déjà payée par David, le jour où il a choisi de me sauver. Ce que je devais n'était pas de la culpabilité, c'était de la gratitude.
Et la gratitude ne se paye pas avec des excuses, elle se paye avec des actes. Et dit. Tommy comprit. Je pensais que j'avais besoin de te confronter pour honorer mon père. Mais mon père n'est pas mort pour la vengeance ou la confrontation. Il est mort pour l'amour, et la meilleure façon d'honorer ça est de continuer à aimer. La guérison de Linda se montrait dans de petits moments. Elle était à l'atelier un après-midi, riant avec Jake d'un défaut de conception dans un prototype. Ils étaient devenus amis, hésitants mais réels, liés par la perte et reconstruits par choix. Elle marcha vers la photo de David, maintenant affichée en bonne place sur le mur de l'atelier, et plaça sa main sur le cadre. « Tu aimerais ça, n'est-ce pas » chuchota-t-elle. La bourse s'agrandit, soutenant maintenant 50 familles, financées par les profits de l'atelier et les collectes de fonds du MC. La première bénéficiaire venait d'obtenir son diplôme universitaire et annonça qu'elle voulait devenir conseillère pour vétérans. Chaque année, le 15 août, ils roulaient ensemble. Jake dans son fauteuil personnalisé, Tommy sur sa propre moto maintenant, Linda dans la camionnette de soutien avec Maria, le Rolling Thunder MC autour d'eux, et la photo de David Chon ouvrant la voie. Un an après cette première virée commémorative, le 15 août arriva de nouveau. L'atelier était fermé pour la journée. Tommy, Jake et Linda arrivèrent au cimetière tôt avant que le MC ne se rassemble, avant que les foules n'arrivent. Ils apportaient quelque chose de nouveau. Une plaque en bronze était installée à côté de la pierre tombale de David. L'inscription disait « Sergent David Chun, son sacrifice a construit une famille, son amour a construit un héritage. » Elle avait été financée par le MC et l'atelier, conçue par Tommy, approuvée par Linda. La plaque présentait un relief d'une moto et d'un fauteuil roulant entrelacés, le métal torsadé ensemble d'une manière qui les rendait inséparables. Jake parla le premier, juste eux trois debout dans le matin calme. « David, ça fait 1 an que j'ai trouvé ta famille. Je pensais que les trouver me donnerait la paix. Ça a fait quelque chose de mieux. Ça m'a donné un but. » Il regarda Tommy et Linda. « Ça m'a donné une famille. » Linda parla pour la première fois sur la tombe de son mari. Sa voix était stable, forte d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. « David, j'ai été en colère contre toi pendant si longtemps. En colère que tu aies choisi d'être là, choisi de le sauver. Mais je vois maintenant que tu n'as pas choisi la mort. Tu as choisi l'amour. Et l'amour ne meurt pas. Il change juste de forme. » Elle tendit la main, toucha l'épaule de Jake. « Il est ici grâce à toi, et je suis reconnaissante. » Tommy fit sa promesse. « Papa, je n'ai jamais pu te connaître. Pas vraiment. Mais à travers Jake, j'ai appris qui tu étais, et à travers cet atelier, je deviens celui que tu voudrais que je sois. Un homme qui aide les autres, qui honore le sacrifice, qui choisit l'amour. » Mais ils n'étaient pas les seuls à être venus se souvenir. Le son commença bas. Un grondement lointain qui devint plus fort. 400 motos cette année. Le mot s'était répandu. Des vétérans de toutes les branches, des familles de soldats tombés au combat, même certains en service actif en permission. Le Rolling Thunder MC les mena à l'intérieur. Drapeau flottant, moteur rugissant dans un tonnerre synchronisé. Un colonel des marines s'avança, se présentant comme l'officier commandant de David en 2009. « Je n'ai pas pu venir l'année dernière, mais je devais être ici aujourd'hui. » Il sortit un boîtier en métal. « David Chon a été recommandé pour une Silver Star. Cela a été refusé à cause de la bureaucratie et du timing. J'ai passé la dernière année à me battre pour faire changer ça. Aujourd'hui, le corps des marines des États-Unis reconnaît le sergent David Chun pour bravoure manifeste. » La médaille fut donnée à Linda. Elle s'effondra, tenant le boîtier comme s'il contenait le cœur de son mari. Tommy la tint. Jake salua
des larmes coulant sur son visage buriné. 400 motards se tenaient au garde-à-vous dans un silence absolu. Puis Tommy s'avança avec une boîte. « Jake, tu as passé une année à nous aider à guérir, mais il y a quelque chose que nous ne t'avons jamais donné. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une veste personnalisée, cuir de moto, parfaitement fabriquée. Dans le dos, l'écusson du Rolling Thunder MC. En dessous, cousu en fil d'argent. Membre honoraire, frère pour toujours. Jake ne pouvait pas parler. Big Mike s'avança, sa main massive sur l'épaule de Jake. « On t'a voté dedans, frère, unanime. » Le MC rugit son approbation. 400 voix levées en acceptation. Jake, submergé, réussit à dire « Je ne sais pas quoi dire. » Big Mike sourit. « Dis que tu rouleras avec nous pour toujours. » Tommy aida Jake à mettre la veste. Linda ajusta le col. Le MC les entoura. Une famille forgée par la perte, liée par l'amour. La virée finale commença. Jake mena dans son fauteuil roulant. Tommy à côté de lui sur sa moto. Linda dans un véhicule de soutien avec Maria. 400 motos derrière eux, roulant à travers la ville une fois de plus. Ils passèrent devant l'atelier où les employés se tenaient dehors en faisant signe, devant le cimetière où les civils saluaient, devant le lycée où la première bénéficiaire de la bourse obtiendrait son diplôme, devant la maison de Linda où les vieux voisins se tenaient sur les porches, la main sur le cœur. La procession atteignit un point de vue au coucher du soleil. 400 motos alignées surplombant la vallée, moteurs coupés. Le silence tomba, puis, à l'unisson parfait, ils firent vrombir leurs moteurs une dernière fois. Un salut, un au revoir, une promesse. La voix de Jake résonna dans le souvenir. Je pensais que je cherchais le pardon, mais ce que j'ai trouvé, c'est une famille. Pas celle que j'ai perdue, mais celle qui a grandi des cendres. La voix de Tommy rejoignit la sienne. Je pensais que j'avais besoin de confronter le tueur de mon père. Mais il n'y avait pas de tueur, juste un frère qui a survécu quand un autre a choisi de le sauver. Et ce choix, le choix de mon père, m'a donné quelque chose que je n'attendais jamais. Un second père, une mère guérie et un but. La voix de Linda compléta la pensée. Je pensais que le chagrin me définirait pour toujours. Mais l'amour est plus fort que le chagrin. L'amour de David n'est pas mort sur cette route à Ramadi. Il a vécu dans la recherche de Jake, dans le pardon de Tommy, dans chaque vétéran que nous aidons. Et la bourse commémorative David Chon a aidé 127 familles. Chon et Morrison Construction Personnalisée a servi 340 vétérans handicapés. Le Rolling Thunder MC continue de rouler chaque 15 août. Certaines dettes ne se paient pas avec la culpabilité, elles se paient avec l'amour. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la colère et l'isolement sont des ennemis que nous pouvons vaincre ensemble, alors abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons des histoires de motards, de vétérans et de héros du quotidien qui choisissent le courage plutôt que le confort. Si vous vous opposez aux forces qui gardent les familles séparées, qui transforment le chagrin en arme, qui rendent le pardon impossible, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Commentez ci-dessous avec le nom de quelqu'un qui mérite d'être honoré, quelqu'un dont le sacrifice a changé votre vie. Dites-nous depuis quelle ville et quel pays vous regardez parce que ces histoires doivent de voyager aussi loin que roule le tonnerre. Si vous ne supportez pas l'idée que des gens souffrent seuls quand la guérison est possible, commentez l'amour plutôt que la perte. Partagez ceci avec quelqu'un portant une culpabilité qu'il ne mérite pas ou une colère qui est devenue une prison. Et si vous connaissez un vétéran qui a besoin d'aide, il existe de vraies organisations qui font ce travail. Lien dans la description. Parce que le vrai méchant dans cette histoire
n'était pas Jake ou Linda, ou même la guerre. C'était le silence. La colère à laquelle nous nous accrochons parce qu'elle semble plus sûre que le pardon. Les murs que nous construisons parce que le chagrin nous fait peur de la connexion. Si vous croyez que ces murs doivent tomber, si vous pensez que les familles méritent une seconde chance et que les vétérans méritent la dignité, alors interagir avec cette vidéo est votre façon de riposter. Chaque like est un vote pour la guérison. Chaque commentaire est une prise de position contre l'isolement. Chaque partage est un pont entre des personnes brisées qui ont besoin de se trouver. Roulez prudemment, honorez profondément, et rappelez-vous, la famille n'est pas toujours le sang. Parfois, elle est forgée dans le feu et construite avec amour. À la prochaine.